Bonjour à chacun et chacune d'entre vous, bienvenue sur Happy pour ce nouveau rendez-vous en direct des mardis de l'Agir Carco. Et si la clé de l'épanouissement était en nous, c'est un sujet qui va nous intéresser aujourd'hui au cours de cette visioconférence et pour lequel nous accueillerons dans quelques instants le docteur Marion Inigo ainsi qu'Emmanuel Guignard qui seront avec nous en direct dans cette salle aujourd'hui. Je vous propose, avant de les retrouver, d'écouter un court instant d'introduction de la part de Frédéric Decherf, directrice de l'action sociale Agir Carco. À tout de suite. Bonjour à toutes et à tous. Nous allons aujourd'hui parler du vieillissement heureux. Vous allez me dire quel programme. Alors, vieillir heureux, me semble-t-il, commence par le capital santé que chacun d'entre nous possède. En premier lieu, il est important d'être en bonne santé pour pouvoir s'épanouir et vieillir dans les meilleures conditions possibles. Mais le vieillissement, c'est aussi un état d'esprit, une façon d'être. C'est aussi une réflexion autour de comment j'apprends, comment je continue à apprendre, comment je continue à découvrir, à m'enthousiasmer, à rire, à pleurer aussi, à aimer, à découvrir de nouveaux horizons. Voilà, tous ces éléments-là, on va essayer avec vous aujourd'hui au travers de cette conférence de vous apporter des pistes, des réflexions pour vous permettre de vivre le mieux possible cette nouvelle vie qu'est la vie à la retraite. L'Agir Carco, au travers de ses services, je pense au bilan de prévention par exemple, vous propose de réfléchir à vos habitudes de vie, à vos comportements. On peut avoir des difficultés avec son sommeil, on peut sous-estimer son activité intellectuelle, on manque de lien social. Voilà, les bilans de prévention peuvent vous aider à reprendre et à cultiver des habitudes de vie positives. Je pense aussi à votre engagement dans la société. L'engagement bénévole peut aussi vous permettre de retrouver une utilité sociale en vous mettant au service des autres. Au travers de cette conférence, on aurait pu l'intituler « Les petites recettes pour un vieillissement heureux ». J'espère qu'elle vous donnera toutes les réponses à vos questionnements. Bonne conférence. Et on remerciera Frédéric Decherf et toutes les équipes de l'Agir Carco et d'Apivisio pour l'organisation de ces rendez-vous des mardis de l'Agir Carco. Pour introduire le rendez-vous du jour, je vais inviter tout de suite Emmanuel Guignard à me rejoindre à la caméra et au son pour dire quelques mots au démarrage de cette visioconférence sur l'épanouissement et si la clé de l'épanouissement était en nous. Bonjour à vous Emmanuel Guignard, merci d'être avec nous. Bonjour Rémi, merci beaucoup de me laisser la parole. Donc, moi, je suis Emmanuelle Guignard. Donc, j'ai la chance de travailler pour le Comité Action Sociale Bretagne et puis la chance aussi de venir à votre rencontre sur les mardis de l'Agir Carco. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème qui nous tient particulièrement à cœur, comme l'a expliqué Frédéric Decherf, sur le vieillir heureux, avec un focus tout particulier sur le bonheur après 60 ans. Et pour nourrir cette réflexion, nous avons choisi de travailler avec Marion Inigo, qui est docteure en psychologie positive. Et Marion, elle explore depuis plusieurs années les chemins de l'épanouissement personnel et elle va nous partager aujourd'hui un regard inspirant et accessible sur ce qui signifie être heureux à tout âge. Le titre de la conférence, donc vous l'avez compris, on l'a dit à plusieurs reprises ce matin, c'est « Et si la clé de l'épanouissement était en nous ?» Donc moi, je trouve que c'est un beau programme pour commencer la matinée. Je la remercie vivement d'être avec nous ce matin. Merci aussi à vous pour votre présence, pour vos petits mots dans le chat. Je trouve ça toujours très plaisant à lire. Et je vous souhaite donc une belle conférence pleine de découvertes. Et je vous dis à tout à l'heure pour la conclusion. Merci beaucoup Emmanuel Guignard pour ces mots d'introduction. On se retrouve effectivement après l'intervention du docteur Marion Inigo pour la conclusion et la phase de questions-réponses. Merci à vous, à tout à l'heure. On va accueillir tout de suite Marion Inigo pour démarrer ce rendez-vous. N'hésitez pas à nous rejoindre à la caméra et au son. Marion Inigo, vous êtes docteur en psychologie cognitive. Merci d'être en direct avec nous sur Happyvisio. Bonjour Rémi, bonjour Emmanuel, bonjour à vous tous et merci à l'Agir Carco de m'avoir donné cette opportunité de vous présenter un petit peu la psychologie positive en fait et comment des petites clés pour apprendre à s'épanouir. On est ravis de vous accueillir sur
visio. Votre document est en place. Je sais que vous avez posé quelques questions à notre public dans cette salle de visioconférence, donc n'hésitez pas à pouvoir répondre dans le chat lorsque ce sera le cas et on pourra communiquer certaines de vos réponses anonymement, bien sûr, au docteur Inigo au cours de cette visioconférence. En attendant, belle conférence à toutes et à tous et à tout à l'heure pour une première question. Donc, bonjour à vous tous. Alors, cette conférence, elle est à propos du sujet de l'épanouissement et si la clé de l'épanouissement était en vous. Et je vais commencer aujourd'hui par déjà me présenter. Alors, attendez, que je gère. Voilà, par me présenter, donc Mario Inigo, donc j'ai un doctorat en psychologie cognitive et je suis aussi donc psychologue clinicienne et psychothérapeute en libéral et j'ai différents intérêts, que ce soit dans la clinique ou dans la recherche. C'est les questions de bien-être personnel et professionnel, les facteurs pouvant influencer le bien-être, la question de la qualité de vie au travail et aussi tout ce qui est question autour des traumatismes et du stress. La conférence d'aujourd'hui, elle va être orientée autour de 3 points. Le premier, ça va être une introduction de la psychologie positive. Le second, on va vraiment rentrer dans le cœur du sujet sur qu'est-ce que l'épanouissement. Et ensuite, sur les forces de caractère. Vous verrez pourquoi j'ai fini sur les forces de caractère, parce que c'est un élément qui va permettre de faire augmenter en fait l'épanouissement personnel et le bien-être. Avant de commencer donc sur la psychologie positive, vous allez le voir tout au long de cette présentation, je vais vous poser quelques questions. J'aimerais connaître vos représentations de la psychologie positive. En gros, quand vous entendez psychologie positive, à quoi pensez-vous spontanément ? Merci beaucoup pour ces mots d'introduction, docteur Inigo. Et on vous interroge déjà, et oui, on vous laisse pas de temps dans cette visioconférence. Alors, bien entendu, on le prendra le temps, ne vous inquiétez pas. Mais là, on aimerait simplement savoir, pour démarrer ce rendez-vous, qu'est-ce que c'est pour vous la psychologie positive? À quoi est-ce que ça vous fait penser? Quels sont les premiers mots auxquels vous pensez quand on vous en parle? Alors, dans le chat, on nous parle de PNL. Alors, la PNL, pour ceux qui pourraient l'ignorer, il s'agit de la programmation neurolinguistique. Le docteur Inigo vous en parlerait certainement bien mieux que je ne saurais le faire. On nous parle également de l'optimisme. Est-ce qu'on peut revenir rapidement sur la PNL, s'il vous plaît? Oui, alors la PNL, c'est pas une pratique qui est, on va dire, standardisée dans le champ de la psychologie, en fait, si c'est bien à quoi je pense. En fait, je peux pas en dire beaucoup plus parce qu'effectivement, quand on parle psychologie positive de mon point de vue, c'est-à-dire de mon point de vue de chercheur et psychologue clinicien, la PNL ne rentre pas dans ce champ-là. D'accord, donc c'est une pratique qui est vraiment un petit peu à part, en fait. Oui, un petit peu à part, qui peut-être a comme point commun, on va dire, certains objectifs. Merci beaucoup. Après, pour les autres réponses qui arrivent dans le chat, il y a beaucoup de voir le bon côté des choses, de voir le positif, prendre la vie du bon côté, penser positivement, l'optimisme qui revient beaucoup dans les réponses de manière générale. C'est activer le bon mindset, nous dit-on également. On a des anglophones dans cette salle de visioconférence. La bienveillance, chasser des idées négatives. C'est beaucoup la notion d'optimisme qui va être mise en avant. On a l'empathie aussi qui est arrivée dans le chat et la notion de relativiser. Alors, qu'en était-il? Quelle est cette définition de la psychologie positive, docteur Inigo? Oui, il y a plein de choses qui sont vraies, effectivement. Tout ce qui est optimisme, tout ce qui est aussi, j'ai vu passer curiosité, etc. Donc, on est sur quelque chose. Il y en a qui tiennent le bon bout. Il faut faire attention sur des fois des croyances que c'est de voir que le bon côté, de voir que le positif. C'est pas que ça, parce qu'en fait, quand on parle de psychologie positive, on peut aussi parler de travaux qui vont permettre d'éviter la rechute dans des cas de dépression. Vous voyez, il n'y a pas que l'aspect un peu méthode Coué de se dire je vais bien, 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 mais ça peut en faire partie, on va voir, en partie. Allez, je reviens sur ma présentation. Donc la psychologie positive, au tout départ, c'est l'idée de penser la psychologie autrement. C'était de sortir d'une orientation qui visait l'étude des troubles. Donc il faut vous dire qu'en gros, on a en psychologie l'étude des troubles, l'étude du fonctionnement normal et l'étude du fonctionnement optimal.
il était normal d'étudier tout ce qui est fonctionnement normal de l'être humain depuis les années 1910 à peu près, depuis le courant du behaviorisme. Excusez-moi, voilà, j'ai un peu le rhume, ça s'entend, je m'excuse. Le behaviorisme visait à corriger certains dysfonctionnements et à comprendre le fonctionnement de l'être humain et à permettre, et ça c'est aussi très important dans la psychologie, le développement d'une psychologie expérimentale, on peut tester des choses, on peut évaluer des choses. C'est la psychologie positive, une sous-discipline de la psychologie. En gros, si vous voulez, vous avez la psychologie et en dessous plusieurs sous-disciplines, comme par exemple la psychologie clinique, la psychologie du développement, la psychologie sociale, la neuropsychologie, etc. Donc c'est une sous-discipline de la psychologie qui est très très récente. Pour le coup, on est dans les années 90, en 98 exactement, lors du congrès annuel de l'American Psychological Association, donc l'APA, où elle a été fondée officiellement par le président de l'APA de l'époque, qui était Martin Seligman. Alors, peut-être c'est un nom que vous connaissez, parce que c'est quand même un chercheur et un vulgarisateur, en fait, de la psychologie qui est très connu et qui fait pas mal de livres tout publics. Mais il faut savoir que tous les objets, en fait, de la psychologie positive ont des influences beaucoup plus anciennes. Si on regarde, par exemple, on a la logothérapie, qui est une branche un peu de la psychanalyse qui vise à accompagner les personnes à retrouver du sens dans leur vie, ou alors, par exemple, la psychologie humaniste, notamment avec les travaux de Rogers sur le fait d'accompagner les personnes vers de l'accomplissement aussi. Dans la psychologie positive, pour la définir, je vais la définir au travers de 3 points. Le premier, c'est le fonctionnement optimal. Si on regarde une des définitions qui est bien connue, celle de Gable et Head, c'est la psychologie positive et l'étude des processus et des conditions qui mènent au fonctionnement optimal des personnes, des groupes et des organisations. Donc ça, c'est un point qui est très important parce qu'effectivement, on sort de l'idée qu'il faut étudier l'être humain au travers des troubles et au travers du fonctionnement normal. On va vraiment aller chercher qu'est-ce que le fonctionnement optimal de l'être humain ou même par extension des groupes et des organisations. Ensuite, le second point, c'est le concept de bonheur. Alors, le bonheur, dans la culture occidentale, il est connoté par chance, destin. Et le bonheur, ça serait la capacité à maximiser les plaisirs. Là, je vous donne une définition qui est très ancrée dans notre culture. Et si on regarde un petit peu plus loin, il y a différentes influences philosophiques qui vont en fait faire que entre moi, entre vous tous, lorsqu'on vous évoque le mot bonheur, vous allez penser à des choses différentes. Les influences philosophiques, c'est par exemple l'hédonisme. L'hédonisme, c'est la quête du plaisir. Le démonisme, c'est plus l'idée que le bonheur, c'est pas la finalité, c'est le chemin qu'on va parcourir pour y arriver. Et il y a aussi l'ataraxie. L'ataraxie, c'est presque un petit peu rattaché à l'idée de résilience. En fait, c'est le fait de dépasser les événements difficiles. Mais en psychologie, le bonheur, vu que vous avez vu, c'est quand même quelque chose d'assez abstrait, et chaque personne en a une définition différente, c'est difficilement accessible. Et comme le dit Mathieu Ricard, rechercher le bonheur en dehors de soi, c'est comme attendre un lever de soleil dans une cave orientée nord. C'est quelque chose aussi qui n'est pas lié aux circonstances extérieures, il se construirait et il nécessiterait des compétences et de l'entraînement. Donc c'est quelque chose qu'on peut travailler, bien entendu, qu'on peut développer, mais par contre, d'un point de vue expérimental, pour pouvoir le comprendre en détail et proposer des solutions aux gens, on est sur quelque chose de trop abstrait. Par exemple, comment accompagner une personne à gagner en ataraxie? Vous voyez, si on prend le terme ataraxie, c'est trop vaste, trop large.
Et on a besoin de décomposer ce concept-là. Donc, le bonheur, tout ça pour vous dire que le bonheur, c'est quelque chose qui est étudié en psychologie positive, oui, mais avec le temps, on a plutôt parlé de bien-être. Pourquoi? Parce que le bien-être, comme le dit Martin Seligman, c'est un terme plus exploitable et je vais vous expliquer pourquoi. Les champs d'application de la psychologie positive, ils sont nombreux. On va parler d'accompagnement des individus, que ce soit sur la notion de bien-être psychologique, que ce soit sur les notions de quelles sont les ressources des personnes et aussi comment prévenir certains troubles. Vous voyez, par exemple, il existe des protocoles qui sont très intéressants, qui ont été développés par des chercheurs de l'Université de Grenoble pour accompagner des personnes qui ont vécu une dépression afin qu'elles aient moins de chances, on va dire, de replonger dans une dépression à nouveau. Vous voyez, pour prévenir la rechute. Les champs d'application sont aussi dans l'accompagnement des groupes et de collectifs. Par exemple, en entreprise, on peut se poser la question, quelles sont les forces d'un groupe, comment améliorer les conditions de travail, et qu'est-ce qui permet d'évaluer le bonheur d'un groupe de personnes, d'une entreprise ou d'une société. La psychologie positive, en quoi elle contribue au bien-être? Donc, elle a permis de conceptualiser le bien-être en des éléments exploitables sur lesquels nous pouvons nous appuyer pour accompagner les personnes ou les groupes. Par exemple, on peut retrouver la satisfaction, la quête de sens, les relations harmonieuses ou encore l'accomplissement. Donc, j'ai fini ma présentation autour de la psychologie positive. On va passer maintenant à l'épanouissement et je vais à nouveau vous poser une question du coup. Qu'est-ce que s'épanouir signifie pour vous dans la vie personnelle ou professionnelle? Alors, petite précision peut-être pour cette question, docteur Inigo. Est-ce qu'on attend 2 définitions différentes? Est-ce que c'est en fonction du feeling de chacun? Comment ça peut se passer? Oui, en fonction du feeling de chacun. Oui. D'accord, très bien, merci beaucoup. Alors, on nous dit aller bien dans le chat, se sentir bien, pouvoir aller vers les autres, donc il y a une notion aussi de communication, de rapport à l'autre, de relationnel, évoluer, être bien dans sa tête et son corps, nourrir son âme, donc il y a une notion spirituelle également, trouver son équilibre, donner le meilleur de soi, être bien dans sa peau, vivre au plus près de ce qui nous va bien, Mhm. avoir une place reconnue, la notion de satisfaction qui revient plusieurs fois, se sentir détendu, se sentir aligné avec soi-même. La positivité revient aussi, qu'on avait retrouvé dans la première question que vous avez posée, et on va en faire une dernière, accomplir ses projets. Donc, il y a vraiment plusieurs notions différentes qui sont venues sur cette question-là aujourd'hui. L'épanouissement au niveau professionnel autant que personnel, comme vous l'avez manifesté sur cette question, être libre de faire ce qu'on a envie, et la satisfaction. Alors, il y a des personnes qui n'ont aussi pas forcément très bien compris la question, donc là, on attendait ce que c'est pour vous que l'épanouissement. Quand on dit que vous êtes quelqu'un d'épanoui, que vous voyez quelqu'un qui vous pensez être épanoui, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que vous mettez derrière ce terme d'épanouissement? Qu'est-ce que c'est pour vous? Alors, on a quand même pas mal de choses de retour sur le fait d'apprécier de faire ce que l'on fait, à l'instar d'Arlette qui nous dit faire des choses que l'on aime. Donc ça, c'est vraiment des messages qui sont revenus régulièrement. Est-ce que ça fait partie de la réponse qui était attendue, docteur? Oui, ça en fait partie et moi j'ai aussi accès au chat et j'ai envie de rebondir sur le commentaire de Dany. Être en harmonie avec ce que l'on pense, vivre sa meilleure vie, sentir bien en tout, seul ou avec les autres. Eh bien, par exemple, la question d'harmonie, je vais pas en parler directement là aujourd'hui, mais la question d'harmonie, c'est quand même quelque chose qui, on s'est aperçu que quand on demande à des gens dans différents pays, d'Europe, oui d'Europe, eh bien, l'harmonie, c'est la définition qu'ils sortent en premier. Vous voyez? Donc, effectivement, ça, c'est des choses, qui sont importantes aussi et auxquelles j'ai pas, voilà, j'ai pas forcément développé dans la conférence. Et après aussi, j'ai envie de rebondir sur le commentaire de Sylviane, le dernier. Facile à dire, mais à faire, effectivement, on est d'accord. Ça peut ne pas être facile. Je vais vous donner quelques clés, quelques éléments.
sur lesquels vous pouvez individuellement travailler directement. Mais par contre, effectivement, si on sent du mal-être, voilà, je le dis et je peux le répéter plein de fois, il ne faut pas hésiter à aller demander du soutien. Alors, l'épanouissement, qu'est-ce que c'est? L'épanouissement, c'est une composante du bien-être. Dans le cadre, bien sûr, d'une orientation théorique sur le bien-être, qui est quelque chose de pluriel. Ah, mais si j'en avais parlé. Ah non, c'est pas ça. Une étude de l'université de Cambridge s'est interrogée à ce concept en questionnant des personnes issues de différents pays européens. Et les résultats, ils vont dans le sens de favoriser les émotions positives, l'engagement, les intérêts, le sens et les objectifs, l'estime de soi, l'optimisme, la résilience, la vitalité, l'autodétermination et les relations positives. Vous voyez la notion d'objectif, et j'ai envie de un petit peu faire le lien avec l'introduction qu'on a eue aujourd'hui, où la directrice, elle parlait en fait du fait de s'investir, par exemple, quand on est à la retraite, dans des associations, des choses comme ça. Et bien, ça fait partie, effectivement, du bien-être et de comment gagner en bien-être, en fait. C'est se sentir des fois utile et avoir du sens dans sa vie. Et je vais vous présenter principalement aujourd'hui le modèle PERMA, qui est le modèle de Martin Seligman, qui est moins compliqué que tous ces éléments-là, qui ont été issus effectivement d'une autre étude qui a questionné différentes personnes dans des pays européens. Alors, et je vais vous poser des questions. Là, pour le coup, c'est des questions que vous allez vous poser, vous, en individuel. Et donc, on va vraiment prendre un petit peu le temps, si vous avez de quoi noter, de vous le noter quelque part. Et ça va vous permettre, vous, d'avoir une petite idée de comment vous vous situez par rapport au bien-être. Si je prends le premier élément de PERMA, c'est un P, parce que c'est en anglais, c'est Positive Emotion. C'est les émotions positives. Du coup, quel est le dernier souvenir qui vous a procurer de la joie? Ce qu'il faut savoir, c'est que la joie, c'est une émotion, et une émotion, elle a différentes intensités. Vous voyez, il y a quelque chose qui peut me provoquer de la joie, ça va être de manger une glace, comme je vais apprendre que je vais être mamie, par exemple. Là, ça va me provoquer aussi beaucoup de joie. Enfin, je l'espère, dans tous les cas. Seconde question qu'on peut se poser, c'est au travers de l'engagement. Quel est votre dernier souvenir d'une activité que vous avez réalisée sans voir le temps passer? Vous voyez, des fois, ça, c'est des trucs qu'on fait sans s'en rendre compte. Par exemple, j'aime bricoler, j'aime passer du temps avec des amis, des choses comme ça. Eh bien, c'est des choses que je fais régulièrement, pour lesquelles je ne vois pas le temps passer, et en fait, je ne me pose pas la question de si ça me fait du bien. Alors qu'en fait, si je ne vois pas le temps passer, c'est que peut-être j'y passe quand même un bon moment. Vous voyez, donc c'est aussi un changement un petit peu de perspective. Le troisième point, c'est les relations positives. Considérez-vous qu'il y a des personnes qui se soucient vraiment de vous? Vous voyez, donc ça, c'est un point important aussi dans le cadre du bien-être. D'une manière générale, avez-vous le sentiment que ce que vous faites a de la valeur et du sens? Quatrième élément du bien-être, c'est le sens dans la vie. Ok, donc on est au quatrième, on a, je répète, les émotions positives, l'engagement, les relations positives, le sens dans la vie. Ensuite, on a l'accomplissement. Quelles sont les choses que vous avez accomplies dans votre vie et dont vous pouvez être fier ou fier? Donc, je vous laisse réfléchir un petit peu pour vous et je vais passer à la suite. Et ça, c'est le modèle PERMA. Alors, qu'est-ce que l'épanouissement? Comment apprendre à cultiver son épanouissement? Déjà, on peut se questionner régulièrement sur les éléments du bien-être du modèle
permanent. Vous voyez les questions que je vous ai posées, c'est des choses qui peuvent être très utiles pour cultiver son épanouissement. S'entourer de personnes qui vous font vous sentir bien ou heureux. D'accord? Ça aussi, c'est un autre élément qui est important. D'ailleurs, sur ce point-là en particulier, il y a une étude que je ne cite pas ici. Non. Il y a une étude que je ne cite pas ici et pour laquelle il y a quand même des choses intéressantes. Il y a un TED Talk sur le sujet. C'est une étude de l'université d'Harvard, une étude longitudinale, donc ça veut dire qu'ils ont suivi des personnes sur plusieurs années. Et cette étude longitudinale, elle a montré qu'en fait, le fait d'être entouré de personnes qui vous font vous sentir bien, heureux et qui prennent soin de vous peut avoir des effets très positifs sur le long terme et dans la vie. Je vous donne un exemple des résultats parce que je ne les connais pas tous de tête. Mais par exemple, ça peut être un facteur qui va protéger des maladies cardiovasculaires, par exemple. Vous voyez? Donc, c'est sur plein d'éléments. Et en fait, c'est peut-être un point, ça, les relations positives, et enfin, positives dans le sens où des personnes tiennent à nous, qui peut vraiment avoir des effets très positifs sur son bien-être et sa santé. Pour certaines personnes aussi, comment cultiver l'épanouissement, ça va être en cultivant une pratique spirituelle. On peut nourrir l'optimisme, la tolérance et l'incertitude, ou une forme de flexibilité cognitive. Effectivement, l'optimisme, c'est quelque chose dont vous avez parlé là tout à l'heure. Et l'optimisme, en fait, c'est un point, c'est une sorte de caractéristique de personnalité qui peut se cultiver. Ok, donc ça c'est quelque chose qui est important. Et l'optimisme, pour vous faire une petite parenthèse, qui je trouve est très très intéressante sur ce point-là, c'est quelque chose qu'a développé Martin Seligman, il l'explique dans un de ses livres, parce qu'en fait, lui, au tout départ, c'est un chercheur qui travaille sur... c'est quoi exactement le terme? Il travaille sur l'impuissance acquise. L'impuissance acquise, c'est quoi? C'est vous faites un truc, une action, et du coup, vous n'avez pas le résultat que vous voulez. Vous continuez à faire quelque chose, vous n'avez pas le résultat que vous voulez, etc., etc. Au bout d'un moment, vous abandonnez. Et en fait, il s'est aperçu sur des études sur les animaux, bon, ça se fait plus trop maintenant à notre époque, mais voilà, sur des études sur les animaux, il s'est aperçu qu'il y avait certains animaux qui n'abandonnaient jamais. Et c'est ça qui l'a fait questionner un petit peu sur la question de l'optimisme. Et ensuite, il en est venu à la psychologie positive et à le faire valider auprès de l'APA, de l'American Psychological Association. Et bien sûr, comment cultiver l'épanouissement en vous faisant aider si vous traversez des périodes de vie difficiles et en développant la ténacité et les forces de caractère qui vont vous permettre de vous accomplir. Donc, si je résume un petit peu jusqu'où j'en suis à l'instant T là. Je vous ai présenté la psychologie positive, je vous ai présenté ensuite les différents éléments du bien-être qui permettent l'épanouissement des personnes. Et on finit sur le fait que, en fait, les forces de caractère qu'on a tous, on a tous plusieurs forces de caractère, je vais y venir, elles vont, vous permettre de vous accomplir, vous permettre de cultiver, du coup, votre bien-être et votre épanouissement. Et en fait, si je prends... Par exemple, l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, là, sur les relations positives, si on a le sentiment d'être seul, eh bien, on peut s'appuyer sur ses forces de caractère. Ça peut être l'ouverture vers les autres, ça peut être la curiosité, des choses comme ça, pour rencontrer des gens et ensuite s'entourer de personnes.
Donc j'ai fini sur les 2 premières parties de cette présentation, la psychologie positive et l'épanouissement. Et là, on va discuter des forces de caractère. Donc, j'ai une question à vous poser. Savez-vous ce que sont les forces de caractère et pouvez-vous en citer une ou deux que vous pensez avoir? Allez, une nouvelle fois, la question vous est posée directement et les résultats, je le rappelle, sont parfaitement anonymes. Alors, Phil qui précise que l'animal qui n'abandonne jamais, il nous parle de la panthère blanche qui, même en captivité, a cette notion de résilience et de continuer toujours à aller vers l'objectif qu'elle s'est fixé. Elle est toujours à l'affût, nous précise-t-il. Alors, la force de caractère, on nous parle de pugnacité, de volonté, de résilience, ténacité, opiniâtreté. Donc là, il y a beaucoup de synonymes peut-être ou de termes assimilés qui sont dans le chat, mais pas vraiment de définition de ce que c'est une force de caractère. Alors, si vous avez la volonté de pouvoir nous partager ça, n'hésitez pas. La résilience revient beaucoup dans les propositions qui arrivent dans le chat. Toujours trouver le côté positif est une force de caractère que l'on pense avoir. Ne pas se laisser abattre. Persévérance, ténacité. Ténacité qui revient souvent dans les réponses qui arrivent dans le chat. On nous parle de courage également beaucoup. Savoir dire non. L'empathie également est une force de caractère d'après certains, certaines. Savoir dire non. La patience, la volonté. Il y a beaucoup d'exemples qui arrivent dans le chat. Être à l'écoute, qui aide à vivre le quotidien. C'est ce qui fait progresser, avoir du recul. Il y a énormément d'exemples, de citations qui arrivent dans le chat. Donc, merci beaucoup à vous, Dr Inigo, de pouvoir nous apporter peut-être des précisions sur la définition déjà de ce que c'est qu'une force de caractère. Oui, merci. Je regarde un petit peu aussi de mon côté vos réponses. Il y en a quelques-unes qui sont effectivement de l'ordre des forces de caractère. Donc, bienveillance. Oui, effectivement, le fait de ne pas laisser tomber, ça, c'est des forces de caractère. Est-ce qu'il y a des personnes parmi vous, peut-être que j'ai envie de poser cette question-là, si vous vous sentez à l'aise, bien sûr, est-ce qu'il y a des personnes qui ne savent pas quelles sont leurs forces de caractère? Ça peut être intéressant, ça aussi. Après avoir eu la définition, effectivement, de ce que c'est qu'une force de caractère, tout à fait. Alors, à voir, nous dit-on. Alors, peut-être c'est des choses que vous connaissez, dont vous avez conscience, mais que vous ne définissiez pas jusqu'alors comme étant une force de caractère. C'est possible aussi. Il y a d'autres personnes qui affirment connaître leurs forces et leurs faiblesses, et d'autres personnes qui nous disent déjà dans le chat, oui, moi je ne sais pas quelles sont mes forces de caractère. Alors, peut-être certainement que ça va les aider, cette présentation et cette conférence aujourd'hui. Je ne sais pas trop si j'en ai, pas facile en effet, nous dit-on. Je ne sais pas mes forces de caractère. Soit on se bat, soit on coule. Alors, il y a cette notion de combativité, quelque part, là, vraiment, le terme est fort, qui est utilisé dans le chat. Est-ce que c'est une force de caractère? On parle de force. Dans la force, il y a aussi, dans le combat, il y a cette notion de force. Est-ce qu'on est dans la même force? Et oui, parce qu'il y a, dans les forces de caractère, on va y venir, il y a le courage, par exemple. Et effectivement, c'est quelque chose qui peut permettre de combattre de l'adversité. La résilience, c'est encore autre chose. Là, je vois des personnes qui parlent de résilience. La résilience, je vais en parler maintenant parce que j'en parle pas après. La résilience, c'est quelque chose qui, c'est un processus. En fait, c'est une expérience et c'est un processus. En fait, c'est lorsque vous vivez des choses difficiles, eh bien, c'est cette capacité à rebondir plus ou moins suivant les situations. Il ne faut pas voir la résilience comme une capacité ou comme une compétence, en fait. C'est plus quelque chose qui va s'activer lors de la situation et que vous allez vivre, en fait, et c'est une ressource qui va s'activer à ce moment-là. Alors, donc je vous ai dit tout à l'heure, les forces de caractère et les environnements qui les favorisent vont conduire à l'épanouissement des personnes. Et les forces de caractère sont des prédicteurs de l'épanouissement. Elles vont avoir un très fort effet sur comme la bienveillance, la curiosité et la maîtrise de soi.
Ok, donc là, c'est 3 forces de caractère, bienveillance, curiosité et maîtrise de soi, qui vont vraiment conduire à de l'épanouissement. Mais il faut savoir que toutes les autres forces que je vais vous présenter, elles sont quand même corrélées avec l'épanouissement et avec le bien-être au sens général. On les appelle aussi des valeurs en action. Donc, elles renvoient des traits positifs que nous pouvons tous avoir ou développer, qui vont influencer nos comportements, nos pensées, nos ressentis et soutenir un fonctionnement optimal. Les chercheurs, ils ont développé un questionnaire Values in Action, VIA Survey, pour évaluer ces 24 forces. C'est un questionnaire qui est disponible gratuitement en ligne. Un intérêt que j'ai de vous présenter là, les forces de caractère, c'est que c'est des choses qui peuvent être cultivées et pratiquées. Donc, les 24 forces de caractère, elles ont été développées au tout départ pour essayer, pour essayer de proposer une version positive du DSM. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est le DSM. Le DSM, c'est le livre en fait diagnostic des troubles psychologiques. Donc c'est sur ça qu'on s'appuie, notamment quand, par exemple, si on est un psychiatre, qu'on veut faire un diagnostic. Et donc, en essayant de chercher ce qui était positif dans le fonctionnement de l'être humain, ils ont trouvé donc une classification en 24 forces et 6 vertus. Elles sont toutes reliées au bien-être et elles permettent de vivre une vie épanouie. Et ce sont des ressources lors d'événements difficiles, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On peut utiliser les forces de caractère pour gagner en confiance en soi, apprendre à mieux se connaître, identifier de nouvelles ressources, déconstruire certaines croyances, dépasser des événements difficiles, manager des équipes. Les forces de caractère, elles sont reliées avec la satisfaction qu'on ressent par rapport à la vie. Peu importe son âge, les personnes ayant comme force l'espoir, la joie de vivre et l'humour auraient plus de bien-être. Pour certaines personnes, la satisfaction envers la vie a tendance à réduire avec l'âge, mais pas pour les personnes qui cultivent l'humilité et la prudence. Et je vais vous poser des questions aussi, vous, pour voir quelles sont vos forces et comment vous vous situez par rapport à ça. Toujours par rapport aux forces, on retrouve donc par rapport aux différents éléments du bien-être, la joie de vivre, l'enthousiasme, la vigueur et l'énergie et l'espoir qui sont reliés aux émotions positives, la créativité, la curiosité qui est reliée à l'engagement. Donc on va, autrement dit, quand je dis relié, je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, créativité et curiosité va permettre d'augmenter l'engagement, d'accord ? Va être une ressource pour s'engager dans des activités. L'amour et la gentillesse va permettre d'augmenter les relations positives. La curiosité et la perspective va permettre d'augmenter le sens de la vie. La perspective et la persévérance va permettre d'augmenter l'accomplissement. Alors, juste, je vois quelques petites questions qui sont peut-être très intéressantes. Comment acquérir ou développer ces forces de caractère ? Eh bien, déjà en se questionnant sur chacune de ces forces-là et en réfléchissant comment, vous voyez, par exemple, quand je suis en clinique avec quelqu'un, c'est quelque chose, on va réfléchir comment on peut développer cette force. Il faut savoir aussi que, là je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est peut-être un point important, sur les 24, vous avez tous et toutes les 24 forces de caractère. Par contre, il y en a certaines qui sont, on va dire, faibles. Et il y en a qui sont hautes. Et il y en a qui sont acquises, parce que vous êtes adapté à des situations, parce que vous avez fait telle ou telle activité. Et il y en a qui sont plus naturelles. On va dire qu'elles ont plus tendance à être issues de votre personnalité. Et il y en a, parmi elles, qui sont surutilisées.
Et ça, c'est un point intéressant sur lequel on viendra. Parce qu'effectivement, une force surutilisée, elle peut devenir potentiellement, elle peut devenir un défaut. D'accord? Quelqu'un qui est trop curieux, eh bien, on sait très bien que si vous en avez eu, par exemple, dans le monde du travail ou dans votre vie privée, eh bien, ça peut être très dérangeant. Alors, le questionnaire, il est en français sur le lien que je vous ai mis. Parce qu'en fait, il faut savoir que ce lien, c'est le lien officiel où vous avez accès au questionnaire que vous pouvez passer. Les données, elles vont, parce que quand vous passez un questionnaire en ligne, vous donnez quand même vos données personnelles à quelqu'un. Donc, elles vont au chercheur et vous avez l'option français. Donc, vous avez le questionnaire en français et c'est gratuit à passer. Je regarde un petit peu ce que vous m'avez envoyé. Oui, le dévouement peut-il être un défaut? On va y venir. Et en fait, dans les forces de caractère, on va pas parler forcément de dévouement, on va plutôt se baser sur la gentillesse. Et je pense qu'effectivement, la gentillesse, si elle est trop développée, elle peut devenir un défaut. Vous connaissez tous l'expression trop bon, trop, voilà. Et ça vient pas de rien qu'on a cette expression-là dans la langue française. C'est parce qu'en fait, effectivement, lorsqu'on est trop gentil, on peut se faire marcher sur les pieds et on peut être trop gentil parce qu'on a des difficultés à poser des limites aux gens et aux situations. Eh bien, je vais venir, Pierrette, sur la curiosité et la perspective. Je vais y venir après. Alors, pour continuer, donc les forces de caractère, elles vont soutenir le sentiment que sa vie a un sens. Elles vont limiter dans certains cas la solitude. Elles vont permettre de réduire le risque de dépression après le décès d'un proche. Elles vont permettre aux personnes anxieuses de s'adapter avec leurs troubles. Elles vont permettre d'avoir une perception plus calme lors des périodes de stress. Et aussi, elles vont permettre d'avoir moins de pensées suicidaires, surtout quand on avance dans l'âge. Alors, à partir de maintenant, on va vraiment échanger un peu plus. Je vais vous présenter différentes forces de caractère et je vais vous amener à avoir une réflexion par rapport à cela. Donc, je vous pose une situation et je vous demande à chaque fois comment vous allez réagir. Je regarde s'il y a quand même des questions importantes. Ah oui, oui, effectivement, il y a Mohamed qui pose la question: quel est l'impact de l'environnement familial et social sur son propre épanouissement et quelle est la part de la responsabilité individuelle? C'est une question très difficile parce qu'en fait, effectivement, vivre dans un environnement familial ou social qui est anxiogène, on va dire. Si on n'utilise pas le terme toxique, vous voyez, si on est dans un environnement anxiogène, eh bien, on peut se retrouver dans une situation où, même si on a toutes les clés en nous, toutes les ressources, on ne va pas se sentir bien, en fait. Donc, voilà, tout n'est pas de la responsabilité individuelle, c'est ça que je veux dire. Mais par contre, lorsqu'on est adulte, je parle, la responsabilité individuelle, c'est d'essayer d'être en capacité de poser des limites et de mettre un stop à certaines situations. Ça, c'est, on va dire, quand on est adulte. Quand on est enfant, ça doit être les adultes qui doivent prendre soin de nous, normalement.
Il y a effectivement, dans la manière dont je les présente, une similitude avec Maslow, mais Maslow, c'est plus une approche sur les besoins. D'accord? Donc là, on est quand même assez différent par rapport à Maslow, à ce niveau-là. Mais le bien-être pourrait être vu, le modèle PERMA, pourrait être vu vraiment comme des besoins, d'essayer de cultiver certains éléments du bien-être pour s'épanouir. Allez, première question, et je regarde un petit peu le chat. Une connaissance que vous aimez bien vous propose d'aller voir une exposition. Comment réagissez-vous? Et je vous laisse répondre dans le chat. Il y en a qui y vont. Est-ce qu'il y en a qui n'y vont pas? C'est juste une connaissance. Hein. Il y en a qui questionnent, oui. Il y en a qui y vont, toujours partantes, ok. Youpi. Ceux qui acceptent, ouais, j'y vais pour la personne et par curiosité, c'est ça, Annick. Ceux qui acceptent, dites-moi, vous acceptez pourquoi? Est-ce que... Ouais, il y en a qui questionnent, oui, ça m'intéresse aussi. Je me renseigne, je remercie et je prends ma décision, effectivement, c'est bien aussi. Ceux qui acceptent, vous y allez pourquoi? Pour la personne, pour la découverte, pour l'exposition, par intérêt pour l'art, pour la curiosité, pour changer le quotidien. Je dis non, parce que ça ne me plaît pas les expos, et vous avez raison, vous avez le droit de ne pas aimer les expos. Pour les deux, pour partager un moment, ok. Pour la personne et le thème, pour la curiosité, je m'intéresse à l'art, ok. Cela me fait plaisir qu'on pense à moi, ok. Par intérêt pour l'art, de partager quelque chose avec quelqu'un. C'est logique. J'y vais. Ok. Vous voyez, là, quand je vous ai posé les questions, je vous ai mis une situation. Je vous ai demandé si vous y allez ou pas, en fait. Et il y a eu déjà plusieurs manières de répondre, pardon. Il y a eu les personnes qui y vont de manière très spontanée, même j'ai eu des youpies, je crois, voilà, qui y vont de manière très spontanée. Pour qui ça va être stimulant. Et ensuite, il y a des personnes qui vont se questionner. Est-ce que je vais aimer l'expo? Est-ce que, enfin voilà, est-ce que j'ai le temps? Est-ce que voilà. Donc là, déjà, on peut vraiment faire la différence entre deux types de personnes au travers de cette question-là. Et ensuite, il y a encore d'autres manières de réagir. Lorsque vous dites oui, il y a des personnes qui vont réagir parce qu'elles vont passer du temps avec quelqu'un. Et d'autres personnes qui vont réagir parce qu'elles aiment l'art, elles apprécient l'art. Et d'autres encore parce qu'elles sont curieuses. D'accord? Donc en fait, vous voyez, ne serait-ce qu'au travers de cette question, on peut voir différentes forces que vous pouvez tous avoir. Donc ici, on parle de la vertu, sagesse et connaissance. Enfin, j'ai essayé de parler de cette vertu-là, du moins. Qu'est-ce que c'est la vertu? La vertu, on va dire que c'est la grande catégorie dans laquelle on retrouve différentes forces de caractère. Dans la sagesse et la connaissance, on parle de force cognitive qui implique l'acquisition et l'utilisation des connaissances. On y retrouve, c'est peut-être écrit un peu en petit, mais normalement vous aurez un résumé. La créativité, l'ingéniosité et l'originalité. Donc là, c'est le fait de penser à de nouvelles manières de faire les choses. Vous voyez, par exemple, la résolution de problèmes, c'est dans la créativité. Les jeux de logique, etc., il y a une partie créativité dedans. Il n'y a pas que l'art et la peinture, le dessin, etc. On y retrouve la curiosité. Vous posez toujours des questions et vous trouvez presque toujours les sujets fascinants. Vous aimez l'exploration et les découvertes. Il y a le discernement et la pensée critique et l'ouverture d'esprit.
c'est bien réfléchir aux choses et en examiner tous les aspects. Ce sont des points importants de votre personnalité. Vous ne tirez pas de conclusions hâtives. Déjà, les 3 premiers, on les a dans vos réponses, vous voyez. Ensuite, on a l'amour de l'étude, de l'apprentissage. Vous adorez apprendre des nouvelles choses. Où que vous soyez, vous trouvez l'opportunité d'apprendre. Et la perspective et la sagesse, vos proches ont de l'estime pour votre capacité à considérer les choses avec du recul et se tournent vers vous lorsqu'ils ont besoin de conseils. Donc ce point-là, on ne l'avait pas trop dans l'exemple, mais les 4 premiers, totalement dans vos réponses. Allez, on passe au suivant. Alors là, vous avez prévu de partir en voyage, ou vous êtes déjà en voyage. Mais rien ne se déroule comme prévu. Vous devez improviser. Comment vous réagissez? Je vous regarde vos petites réponses dans le chat. Donc, il y en a qui s'adaptent. Ok. Angoissé, oui, la vie est incertitude. Faire avec et sagesse indispensable, j'improvise. Paniquer, je reste calme, ça me panique. Ah là là, je suis agacée, ça va me contrarier. Pragmatique, mes déceptions, je prends mon temps, je m'adapte, je change mes plans, je cherche des solutions, je fais à l'office, oui, je vais chercher du soutien, de l'aide, effectivement, je stresse, j'évalue la situation, j'improvise, je m'agace, je rentre, totalement, je m'adapte en fonction des circonstances, pas bien, j'aime pas les imprévus, je suis en colère, je suis anxieux, je suis agitée, je prends les choses en main, déçue. Voilà, je rebondis, je prends le temps de réfléchir, je m'adapte. Chic, ça fait partie du voyage. Ok. Panique, ouais, j'ai panique. Ok. Ok, obligé de faire avec. Effectivement, ça dépend de plein de choses, on est d'accord. Ok, je le savais, il y en a qui anticipent. D'accord. Donc ici, c'est la vertu courage. Donc ce sont les forces émotionnelles qui engagent la volonté afin d'atteindre les buts que l'on s'est fixés malgré les obstacles, externes ou internes. On y retrouve le courage et la vaillance. Vous êtes une personne courageuse qui ne recule pas même devant les défis ou la menace. Et vous agissez selon vos convictions. Vous voyez dans vos réponses, ça on l'a vu. Je m'adapte, je fonce, je trouve une solution. Assiduité, application et persévérance. Vous travaillez dur pour terminer ce que vous commencez. Vous ne vous laissez pas distraire et vous tirez de la satisfaction à l'accomplissement des tâches. Donc c'est effectivement un problème, une solution. On va essayer de être tenace et persévérant. Ensuite, là, c'est d'autres points qui ne s'étaient pas forcément évalués dans ma question. Quoique, on y retrouve l'honnêteté, l'intégrité et la sincérité. Vous êtes quelqu'un d'honnête. Non seulement vous dites la vérité, mais vous vivez votre vie d'une façon sincère et authentique. Je pense que peut-être les personnes qui disent déçues, elles s'imaginaient en voyage peut-être avec d'autres personnes et du coup, ça ne se passe pas comme prévu et elles vont leur dire ce qu'elles pensent. Joie de vivre, enthousiasme, vigueur et énergie. Et là, quelle que soit la situation, vous l'abordez avec passion et énergie. Vous ne faites pas les choses à moitié et vous ne faites rien sans enthousiasme. Pour vous, la vie est une aventure. Ok. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse. D'ailleurs, si vraiment c'est un sujet qui vous intéresse, des forces de caractère, que vous voulez aller plus loin, vous avez le lien que je vous ai mis. Alors, vous pouvez passer le questionnaire et en plus, il y a pas mal de ressources. Donc, le site est en anglais, mais il y a quand même beaucoup de ressources en français dessus. On passe à l'autre situation. Un ami a besoin de vous pour déménager, mais ce n'est pas le bon moment pour vous. Comment réagissez-vous? Et je vous laisse répondre. Ouais, ok, là on a déjà les 2 réponses que j'attendais. Je m'arrange pour l'aider quand même, je refuse en m'excusant.
J'y vais quand même. Je m'organise pour l'aider. Autre option aussi. Je lui dis clairement que je ne suis pas disponible. Ça, c'est l'honnêteté. Je négocie la durée et l'heure. Oui, on rentre dans la négociation. C'est pas le bon moment, donc je vais aider, mais pas trop non plus, parce que je ne peux pas trop. J'essaie de décaler mon agenda pour lui faire plaisir. Comme c'est un ami, j'y vais. Vous voyez, là, j'ai vraiment mis ami. Hein. Tout à l'heure, je disais connaissance. Je cogite, je réfléchis. OK. Je lui dis. Il y a quelqu'un qui ne peut pas physiquement. Je vais essayer de l'aider quand même. Je lui propose mes possibilités. OK, j'essaie de me libérer. OK, il y a du compromis. Il y en a qui y vont sans réfléchir. Il y en a qui changent leur emploi du temps. Alors ici, on est sur la vertu qui s'appelle l'humanité. L'humanité, c'est les forces interpersonnelles qui impliquent de se soucier des autres. On a la capacité d'aimer et d'être aimé. Vous accordez de l'importance aux relations intimes avec les autres, en particulier celles dans lesquelles la confiance et l'attention sont réciproques. Donc ça peut être une raison pour laquelle vous allez aider sans réfléchir. Voilà, c'est un ami, il m'a demandé et j'y vais sans réfléchir. La gentillesse et la générosité. Vous êtes bon et généreux envers les autres et vous n'êtes jamais trop occupé pour rendre un service. Vous aimez faire des bonnes actions pour les gens, même lorsque vous ne les connaissez pas bien. Vous voyez la différence entre la capacité d'aimer et d'être aimé dans l'entraide et dans l'aide qu'on va donner aux autres, c'est que dans la gentillesse et la générosité, on peut donner beaucoup, même à des personnes qu'on ne connaît pas beaucoup, qu'on ne connaît pas trop. Et on retrouve ici aussi l'intelligence sociale. Vous êtes conscient des sentiments des personnes que vous côtoyez, de leur motivation. Vous savez comment vous insérer dans différents cadres sociaux et vous savez comment mettre les autres à l'aise. Donc là, c'est tout ce qui est aussi discussion, compromis, etc. Autre situation, on retrouve ici, donc c'est la veille de Noël. Et vous vous rendez compte que rien n'est prêt pour le repas en famille. Il y a tellement à faire et exceptionnellement, en plus, vous allez être très nombreux. Comment vous réagissez? Il y en a qui me font rire. Il y en a qui s'en vont, voilà, qui restent pas. Qui appellent au secours la famille. Il y en a qui paniquent. Il y en a qui vont chez le traiteur. Il y en a qui demandent de l'aide, ouais. Il y en a qui se mettent tout de suite au travail. Il y en a qui distribuent les tâches, ça c'est bien aussi. Qui demandent de l'aide. Il y en a qui paniquent encore. Hein. Il y en a qui vont au traiteur. Il y en a qui délèguent, oui, effectivement, ok. Ok. Ouais, il y en a qui s'adaptent tout simplement. Hein. Il y en a qui commandent dans la livraison. Il y en a qui décalent. Ok. Ok. Il y en a qui simplifient, qui délèguent. Ouais. Ok, très bien. Et donc là, on est sur la vertu justice. La justice, c'est quoi? C'est les forces qui sont à la base d'une vie sociale harmonieuse et qui sous-tendent une vie communautaire saine. On y retrouve la citoyenneté, le travail d'équipe et la fidélité. Là, c'est le fait d'exceller en tant que membre d'un groupe. Fidèle et dédié, vous faites toujours votre part du travail et vous n'hésitez pas à travailler dur pour le bien du groupe. On y retrouve l'impartialité, l'équité et la justice. C'est le fait de traiter les gens équitablement. Et l'un de vos principes permanents, vous ne laissez pas vos sentiments personnels influencer vos décisions à propos des autres. On y retrouve le leadership. Vous excellez lorsqu'il s'agit de diriger, encourager et maintenir l'harmonie au sein du groupe. Et vous êtes doué pour organiser les activités et veiller à leur bon déroulement. Vous voyez, là, par exemple, le leadership, on l'a retrouvé sur certaines réponses. Je prends les décisions, je délègue, et voilà, on y retrouve ça, effectivement.
Allez, autre situation. Vous partez en week-end avec des amis et un conflit éclate. Vous pensez avoir une part de responsabilité dans ce conflit, par contre. Comment réagissez-vous? Ok, je regarde un petit peu vos réponses. Ok. On a de tout. On a je discute, on retrouve des personnes qui vont plutôt s'isoler, qui vont partir ou qui vont même culpabiliser. Il y en a qui vont reconnaître leur tort, il y en a qui vont faire part, qui vont parler de leurs responsabilités, qui vont échanger sur qu'est-ce qu'ils ont perçu de la situation et qui vont prendre leurs responsabilités et discuter pour essayer de trouver un compromis et d'apaiser les conflits, de renouer la situation. Ok. Donc on retrouve un peu de tout là aussi. Je me renferme. Oui, il y en a qui vont rester là, mais qui ne vont pas parler. Ok. Ici, ce sont les vertus, la vertu, qui s'appelle tempérance et modération. Ce sont des forces qui protègent contre les excès. En gros, dans l'exemple que je vous ai donné, on peut ne pas le vouloir, mais on peut être en conflit avec quelqu'un, même si on ne le veut pas. Eh bien, les différentes forces de caractère que je vais vous montrer, elles peuvent permettre de renouer la discussion et de gérer le conflit. Bon, par contre, pour trouver un compromis, il faut être deux, on est d'accord. On y retrouve donc le pardon. Le pardon, c'est une facilité donc, à pardonner ceux qui vous ont fait du tort. Vous donnez toujours une seconde chance aux gens. On y retrouve aussi la modestie et l'humilité. Vous ne cherchez pas à être sur le devant de la scène et vous préférez laisser vos actes parler d'eux-mêmes. Vous ne pensez pas être quelqu'un de spécial et les autres reconnaissent votre modestie. On y retrouve la précaution, la prudence et la discrétion. Vous êtes quelqu'un de prudent et vos choix sont par conséquence des choix prudents. Vous ne faites ni ne dites des choses que vous risquiez de regretter par la suite. Vous voyez, là, on peut y retrouver les personnes qui vont peut-être un peu se taire. Voilà, est-ce que vous vous taisez parce que vous avez l'appréhension de regretter quelque chose, vous voyez? Donc, on peut y retrouver ça. Et l'autre point, c'est la maîtrise de soi et l'autorégulation. Vous maîtrisez consciemment ce que vous ressentez et ce que vous faites. Vous êtes discipliné. C'est vous qui contrôlez vos appétits et vos émotions et pas l'inverse. Dans la maîtrise de soi et l'autorégulation, par exemple, si une personne, elle la surutilise, on y retrouve potentiellement des personnes qui vont avoir beaucoup de rumination mentale, qui vont tout le temps se remettre en question. Et effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure, là j'ai le commentaire de Marie-Edo, lorsque l'autre ne veut pas parler ni pardonner, quand je parlais du compromis, il faut être deux. Effectivement, il y a des situations où c'est très difficile et on ne peut pas forcer l'autre à avoir les mêmes, on va dire, objectifs que vous, de faire en sorte d'apaiser les choses. Et ça, c'est compliqué. Notamment la personne, vous voyez, si je prends la situation où on a deux personnes qui sont en conflit, d'accord? On a celle qui, face à un conflit, va s'isoler, se taire et surtout peut-être aussi prendre le temps de digérer ce qui s'est passé, d'être seule. Et l'autre en face qui, du coup, a besoin de réagir à chaud, eh bien, ça risque d'être compliqué. Vous voyez, ce genre de situation. Donc voilà, le compromis, c'est dans ces cas-là, si les deux en ont envie, ça va être de laisser un peu de temps à l'autre pour réfléchir, de temporiser, de trouver un moment où, ok, là, on va quand même en discuter.
Allez, on passe pour la dernière situation. Là, je vous montre un reportage sur le réchauffement climatique. Qu'est-ce qui va attirer votre attention dans ce reportage? Donc, on a un reportage sur le réchauffement climatique. Qu'est-ce qui va attirer votre attention sur ce reportage? La beauté. Ok. Les sources du reportage, l'inquiétude pour l'avenir, les coraux, les dégâts, les solutions possibles, l'avenir, mon implication dans le problème, l'angoisse pour l'avenir, ouais. La survie des animaux, pas concernés, conséquences pour l'habitat, la couleur des coraux, les solutions, les couleurs, la beauté en fait, ok. Prise de conscience, la nécessité de réagir, les connaissances, mon impact, des questionnements, ça peut envoyer des questionnements, effectivement, je vois. Ok. 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 On est ici sur la vertu. J'ai essayé en fait de vous montrer la vertu transcendance. Donc c'est une vertu qui est quand même qui reprend différentes forces assez un peu plus abstraites que ce qu'on a vu jusqu'à présent au niveau des situations. Ce sont des forces qui favorisent l'ouverture à une dimension universelle des liens avec l'univers et donnent un sens à la vie individuelle. On y retrouve différentes forces. Certaines l'ont invoqué, la reconnaissance de la beauté. Vous remarquez et appréciez la beauté, l'excellence et ou les performances habiles dans tous les domaines de la vie, allant de la nature aux arts, aux mathématiques, aux sciences et à la vie quotidienne. D'accord? Donc il y en a beaucoup qui l'ont énoncé. Et je vois aussi prier qui arrive. Et on va venir. On y retrouve la gratitude. Là, c'est le fait d'être conscient des bonnes choses qui vous arrivent et vous ne considérez jamais qu'elles vous sont dues. Vos amis et les membres de votre famille savent que vous êtes une personne reconnaissante. On y retrouve l'espoir, l'optimisme et l'anticipation du futur. Vous vous attendez au mieux dans les temps à venir et vous travaillez pour arriver à cela. Vous croyez dans le fait que l'avenir est quelque chose que vous pouvez contrôler. Donc là, par exemple, c'est les personnes à demi-mesure, on est d'accord, mais qui ont répondu qu'est-ce que je peux faire, comment je peux m'impliquer là-dedans. L'humour et l'enjouement, bon, c'est pas trop dans le thème là, parce que j'ai pas trouvé d'autres exemples par rapport à ça. Vous aimez rire et taquiner, mais ça fait partie de cette vertu transcendance. Vous aimez rire et taquiner, il vous est important d'apporter la joie et la bonne humeur. Vous essayez de voir le bon côté de chaque situation. On y retrouve aussi, donc le dernier point, c'est la spiritualité ou la religiosité. Le but dans la vie est la foi. C'est le fait d'avoir des croyances fortes sur la raison d'être de l'univers et la puissance supérieure qui le régit. Vous connaissez votre place au sein du grand dessein et vos croyances sont à l'origine de vos actions et sont une source de bien-être, réconfort pour vous. Donc, comment identifier et développer ces forces de caractère? J'en ai un petit peu parlé. Mais il y a certaines forces caractère qui font qui vous êtes. Elles sont en quelque sorte votre signature, la manière dont vous fonctionnez naturellement. D'autres sont par contre moins présentes et vous pouvez les développer. Déjà, les développer en vous questionnant, d'accord, en confrontant votre esprit à d'autres points de vue et peut-être aussi en vous faisant accompagner. S'appuyer sur ces forces permet d'avoir plus de bien-être, plus de confiance en soi, d'améliorer votre vie sociale. Elles sont aussi des ressources sur lesquelles s'appuyer lorsqu'on est face à des difficultés. Je prends l'exemple de deuil, dépression, anxiété, pensée suicidaire, etc. Un exercice à faire pour aller plus loin, c'est
aussi d'imprimer la liste des différentes forces sur le site que je vous ai donné ici, là, et de demander à vos proches quelles sont les vôtres. Ça peut être très intéressant, vous verrez. On a fini pour aujourd'hui par rapport aux différents sujets. Et pour conclure, donc, l'équilibre, ça c'est un point important. C'est que je vous ai parlé là de différents sujets, notamment du bien-être, de l'épanouissement et des forces de caractère. Mais il faut savoir qu'il est important de l'équilibrer tout ça dans les différents milieux dans lesquels on évolue. On ne peut pas avoir, je pense pas, on ne peut pas avoir les différents éléments du bien-être. Là, si je prends PERMA, parce que c'est ça qui va permettre l'épanouissement, on ne peut pas les avoir haut dans tous les domaines dans lesquels on vit. L'idée, c'est de les équilibrer. Quand je parle de domaine, j'imagine donc par exemple le milieu familial, le milieu amical, le travail pour ceux qui travaillent encore, les associations, le sport, les loisirs, etc. En fait, quand on ne peut pas s'épanouir dans un milieu, on peut réfléchir à comment le faire dans un autre domaine de notre vie, ou en partie. Et lorsqu'on a un changement dans notre vie, on peut aussi réfléchir à essayer de s'investir dans un nouveau milieu. Et ça peut demander du courage, mais vous pouvez vous appuyer sur vos forces pour y arriver. Parce que les différents domaines de vie dans lesquels on évolue sont en interaction. Et vivre une vie épanouissante, c'est vivre une vie enrichissante, variée et dans la recherche de l'équilibre. Il ne faut pas voir l'épanouissement comme une compétition, mais plus comme la recherche d'une vie qui vous correspond en fait. Je vous remercie et maintenant je pense qu'on est à l'heure pour les questions. Effectivement, merci beaucoup à vous, Dr Inigo, pour cette présentation. Merci à toutes et à tous pour votre participation. La visioconférence n'est pas finie, je vous rassure. Je vais vous mettre le petit sondage de satisfaction à l'écran pour que vous puissiez nous dire ce que vous pensez de ce rendez-vous. Et on va poser maintenant vos questions à Marion Inigo. Alors effectivement, Sylvie, est-ce que vous pouvez revenir, s'il vous plaît, docteur, sur la définition de ce qu'est PERMA? Qu'est-ce que c'est PERMA? Oui, PERMA, c'est, peut-être je suis passée un peu vite, effectivement, c'est l'acronyme des différents éléments du bien-être. P pour émotion positive, E pour engagement, R pour les relations, M c'est meaning en anglais, donc c'est le sens, et A pour accomplissement. Merci beaucoup. Alors, lorsque vous avez parlé des forces au début de votre conférence, la ténacité est quelque chose qui est revenu régulièrement dans les réponses et notamment, il y a eu cette question: «Je peux être tenace pour certaines choses et pour d'autres non. Est-ce que c'est contradictoire?» Non, non, parce que dans la ténacité, il y a la notion de motivation. Donc en fait, on est tenace si on le veut bien. Donc voilà, vu qu'il y a cette notion de motivation, on n'est pas motivé pour tout de la même manière. Merci beaucoup. 2e question: «Depuis le confinement du Covid-19, je suis dans le lâcher-prise à l'intérieur de ma zone de confort. Ma force de caractère, entre parenthèses, je ne lâchais rien, a disparu». Est-ce que c'est le genre de retour que vous avez peut-être déjà pu avoir? Non, pas forcément. Je comprends pas trop, une partie de la question. Vous pouvez me la répéter, s'il vous Mmh. plaît? Depuis le confinement Oui. Covid-19, je suis dans le lâcher-prise à l'intérieur de ma zone de confort. Ma force de caractère, je ne lâchais rien, a disparu. Oui, OK. Il faut voir si, le fait de ne rien lâcher, était pas une force de caractère surutilisée. Qui en fait, quand une force de caractère est surutilisée, elle vient nous rassurer, en fait. Et le fait de ne rien lâcher, c'est aussi quelque part peut-être d'avoir une forme de contrôle sur la situation. Et vu que, et si c'est ça, ce dont on parle, eh bien c'était quelque chose qui était rassurant. Et en fait, en lâchant prise, eh bien vous êtes peut-être dans une situation, où vous êtes peut-être plus à l'écoute de vous-même et plus libre aussi peut-être. D'accord. Alors, on nous confirme dans le chat l'impression de ne plus avoir besoin de se battre, entre guillemets, puisque dans la zone de confort. OK, bah, tant mieux. Il faut toujours rester dans ce qu'on appelle en psychologie une fenêtre de tolérance.
Vous voyez, donc il y a la zone de confort, effectivement, mais il y a aussi la fenêtre de tolérance, en fait. Admettons, votre zone de confort, elle est comme ça. Vous pouvez avoir une fenêtre de tolérance un petit peu plus grande qui va vous permettre de temps en temps de sortir un peu de la zone de confort sans être trop en difficulté. Merci beaucoup. Alors, je rappelle, je vais répondre à plusieurs questions qui sont arrivées dans le chat au cours de la visioconférence. Oui, vous pourrez récupérer le document de présentation qui a été utilisé aujourd'hui comme support par le docteur Inigo. Ça se passera sur notre site www.apivisio.com sur la page du replay de la conférence qui restera disponible pendant 6 mois sur notre site. N'hésitez pas à pouvoir vous en servir. Alors, nouvelle question. Peut-on se couper d'un environnement familial pour éviter la toxicité? Oui, oui. Oui, on peut se couper d'un environnement familial. Par contre, pour les personnes qui l'ont fait, que j'ai pu rencontrer, c'est quelque chose de très dur et très difficile. C'est pour ça, faites-vous accompagner. Faites-vous accompagner là-dessus, parce qu'effectivement, c'est pas quelque chose de facile. Mais vous voyez, si je prends l'environnement toxique, je vais me rattacher à des connaissances sur, par exemple, les traumatismes. Eh bien, si on a vécu un traumatisme dans un endroit, on essaie d'en partir, en fait. Vous voyez, donc si effectivement il y a une relation toxique et difficile avec la famille, il faut essayer de prendre des distances. Parce que des fois, le problème, c'est que quand on est trop proche, eh bien, on n'a pas ce recul, on n'arrive pas à avoir ce recul, on n'arrive pas à prendre de la distance face à la situation. Merci beaucoup. Est-ce qu'on pourrait développer un petit peu plus le côté identification et développement de ces forces de caractère? Quel est le questionnement qu'on peut se faire en se disant: «Ah, aujourd'hui, je me dévalorise un peu». C'est quand on n'est pas dans dans le bon état d'esprit, qu'on a envie de se revaloriser un petit peu, comment est-ce qu'on s'y prend pour identifier ces forces de caractère et se recentrer un petit peu sur soi-même? Oui, alors pour développer ces forces de caractère, vraiment, il va falloir, déjà questionner, quelles sont celles qui sont fortes pour vous et du coup, ça va être sur celles-là qu'il va falloir vous appuyer. Parce que celles qui sont pas, qui sont un peu faibles pour vous, qui sont difficiles à mettre en place, à activer, je vais prendre une qui est assez clivante, c'est le courage, en fait. Si on n'est pas quelqu'un de courageux, ou si on n'est pas quelqu'un qui a de l'humour, eh bien, on va pas essayer de s'appuyer là-dessus quand ça va pas bien. Par contre, on va essayer de s'appuyer sur celles qui sont faciles pour nous. Vous voyez, heu, si par exemple vous avez comme force, la beauté, de la nature, l'appréciation de la beauté de la nature, eh bien sortez, allez vous balader, prenez l'air. D'accord? Et ça va vous aider. Est-ce qu'on peut s'appuyer sur notre entourage pour demander des informations sur comment on nous perçoit, sur qu'est-ce qui, d'après eux, fait que nous sommes plus forts sur tel point que sur un autre? Est-ce que ça, c'est quelque chose que l'on peut solliciter? Oui, oui, totalement. C'est ce que je vous disais à la fin, vous pouvez, sur leur site là, des chercheurs, vous pouvez télécharger, un compte rendu, en fait, des différentes forces de caractère, c'est sur une page et vous le donnez à vos proches et vous leur demandez de vous donner, quelles sont les, 2-3 principales forces qu'ils pensent que vous avez et par contre, ce qui est important là, dans cet exercice-là, c'est de leur demander des exemples parce que sinon ça a pas trop de sens pour soi-même. Merci beaucoup. Lorsque l'estime de soi d'une personne est faible, que faire pour que cette personne vive au mieux sa vie? Alors l'estime de soi, c'est un sujet assez compliqué. Je pense qu'il faut d'abord faire une analyse de pourquoi cette personne a une faible estime de soi et pour moi, à mon sens, ça va passer par la thérapie en priorité, à ce niveau-là. Voilà, je peux pas donner de réponse, globale à ce sujet-là parce que c'est quelque chose qui provoque beaucoup de souffrance, en fait. Donc faites-vous accompagner sur ce sujet-là, c'est pas rien, l'estime de soi. D'accord. Pour quelles raisons une perte de repère et même un doute sur nos propres forces peuvent survenir en vieillissant? Oui, c'est possible. Hem, on peut, commencer à douter de soi en vieillissant, parce que peut-être on se compare avec, les capacités qu'on avait quand on était plus jeune
Et ce point-là, il faut essayer plutôt de s'observer soi-même, un petit peu, comme on dit, le nombril. Il faut s'observer soi-même et plutôt se questionner sur quelles sont les forces qu'on a gagnées. Parce que, en fait, on en a gagné en vieillissant. Merci beaucoup. Alors, on nous dit aussi, l'épanouissement dépend également de notre enfance et nous ne sommes pas tous égaux. Est-ce que c'est la grande majorité de l'épanouissement de la part de notre enfance? Alors, je ne sais pas quelle proportion. Par contre, effectivement, l'enfance va impacter l'épanouissement à l'âge adulte. Pour s'épanouir, il faut être en capacité de prendre, entre guillemets, les choses en main, comme je vous l'ai présenté, au travers des différents éléments du bien-être. Et si je prends l'exemple des relations, il faut, si on a la sensation de ne pas avoir assez de relations, eh bien, il faut avoir la capacité à aller à sortir de sa zone de confort et à aller rencontrer de nouvelles personnes, etc. Et en fait, ça peut être très impacté par comment on a grandi et notre enfance. Notre enfance peut, si je prends les relations, peut avoir mis en nous un conditionnement qui fait que, par exemple, les relations avec les autres, elles sont difficiles. Vous voyez, donc là, il y a d'autres éléments que juste l'épanouissement. Là, on parle de difficultés dans l'attachement, on parle de schémas précoces inadaptés, on parle aussi potentiellement de traumatisme d'enfance. Donc, les forces, par exemple, une personne qui a vécu des traumatismes d'enfance, je peux l'accompagner dans ses forces pour avoir des ressources, une sorte de matelas de sécurité quand ça va pas bien, mais ça va pas enlever les difficultés qu'on a vécues durant l'enfance, mais par contre, ça va nous aider à travailler sur les difficultés qu'elle a vécues durant l'enfance. Merci beaucoup. Une personne qui est à la retraite depuis quelques mois et qui nous dit qu'elle est accablée d'un sentiment de tristesse. Comment peut-on lutter contre? Alors, il faut voir d'où vient ce sentiment de tristesse. J'ai jamais de réponse simple, mais il faut voir d'où vient ce sentiment de tristesse et si ça vient de la sensation que sa vie est vide, eh bien, passer à l'action et essayer de nouvelles activités, pour le coup. Alors, une autre personne qui nous dit que les éléments qui ont été présentés dans cette visioconférence sont fortement américains. Est-ce que les études sur lesquelles on s'est appuyé aujourd'hui pour ce support et pour cette présentation sont exclusivement issues d'études américaines? Alors majoritairement oui. Ensuite je vous ai parlé, il y a quand même des études européennes. Donc il y a pas que américain, il y a des études européennes. Effectivement, c'est très anglo-saxon. En France, on va plutôt être sur la notion de prévention des pathologies, en fait, en psychologie positive. Donc vu que c'était pas le sujet de la conférence, j'ai plutôt axé, sur les autres éléments. Tout à fait. Néanmoins, la question de la personne, c'était est-ce que ces études qui ne sont pas nécessairement menées sur notre sol et donc avec notre psychologie, notre propre point de vue de Français, est-ce qu'on peut vraiment les appliquer à notre propre population? Oui, oui, oui. Oui, oui. Enfin, majoritairement, oui, totalement. Enfin, parce que, par exemple, si je prends, le questionnaire, quand il a été traduit en français, il a été traduit et validé auprès de populations françaises et francophones. Donc, pour ça, il y a pas de souci et pour en plus, tous les résultats que je vous ai donnés qui sont, européens, voilà, il doit y avoir des variabilités suivant les pays, mais malheureusement, on n'aura pas assez de peut-être qu'on aura ouais, on n'a pas assez de recherches aussi en France, qui reproduisent exactement ce qui a été fait. Alors ça changera peut-être dans les années, décennies à Mmh. venir. En tout cas, pour le moment, nous appuyons donc sur des études qui sont réalisées à Oui. l'étranger, mais qui s'appliquent à l'homme avec un grand H, peu importe la frontière, si je vous suis bien. Mmh. Nouvelle question. Je ne suis pas heureux, mais je ne suis pas malheureux. Dans quel état suis-je? Je suis heureux. Je ne suis pas heureux, mais je ne suis pas malheureux. Dans quel état suis-je? Si on est un petit peu entre les 2. J'ai plein de réponses. Heu,
J'aimerais savoir si la personne, elle ressent des émotions déjà. D'accord. Est-ce qu'elle peut répondre? Alors, quand on ressent des émotions, c'est-à-dire, est-ce que, par exemple, on est, content d'entendre un choix d'un oiseau chanter le Oui, matin? c'est Est-ce ça. qu'on est mécontent quand il pleut et qu'on doit sortir, au Oui, marché? Ce genre de choses. Est-ce que ça, ce sont des émotions qu'on peut ressentir? oui, c'est ça. D'accord. Alors n'hésitez pas à nous dire dans le chat si vous Ouais. avez, une réponse à apporter à Mmh. cette question-là, en tout cas. Comment peut-on être positif lorsqu'on constate qu'il y a de plus en plus d'injustices dans le monde? Attendez, vous pouvez répéter? Comment peut-on être positif lorsque l'on constate qu'il y a de plus en plus d'injustices dans le monde? On vit aujourd'hui quand même une situation Mmh. effectivement politico-économique qui est très compliquée. On en entend régulièrement parler aux informations, à la télé, à la radio. C'est souvent rabâché, comme pourraient dire certains, certaines. C'est vrai que le contexte peut être anxiogène. On sort également d'une crise sanitaire qui était il y a à peine quelques années. Donc, comment est-ce qu'aussi aujourd'hui, face à ce contexte-là, on peut garder la positive attitude dont certains parlaient en début de conférence? Beh, déjà, travailler en fait plutôt sur, la question de l'anxiété. Si, il y a de l'anxiété, par exemple environnementale, ça c'est un sujet, à travailler pour la faire baisser, en fait, l'anxiété. Mais après effectivement, la notion, d'injustice, c'est aussi une notion sur laquelle, on peut, travailler et peut-être que c'est une solution, mais pas forcément, la solution. Peut-être que regarder les choses d'un point de vue plus local, Merci beaucoup, d'un point de vue mondial. merci beaucoup. Une nouvelle question, est-ce que nous pourrions avoir votre, définition, la différence entre l'ego et l'estime de soi? Ah oui, effectivement. Alors l'ego, il faut savoir que ce soit l'ego ou l'estime de soi, tout le monde en a. L'estime de soi, ça va être, comment je m'aime en gros? C'est cette question-là qu'on va se poser lorsqu'on veut savoir, si une personne elle a de l'estime d'elle-même. L'ego, ça va être, ce qui va nous, comment dire? C'est quelque chose qui va nous guider l'ego et on va dire il est sur un continuum entre un faible ego et un fort ego. L'idée, c'est d'être au milieu. De pas avoir, pas d'ego et de pas avoir un ego trop grand. Parce que si on n'a pas d'ego, on se retrouve dans une situation où on peut facilement se faire, marcher sur les pieds et on peut facilement ne pas aussi être à l'écoute de qu'est-ce qu'on veut dans la vie. Et si on a un ego trop fort, eh bien, on peut se retrouver dans la situation où on n'écoute pas les autres. D'accord? Et du coup, en fait, l'idée, c'est de trouver, l'équilibre entre les 2. L'ego, ça va vraiment être, quelque chose qui va, vous guider sur certains points, notamment, quand vous vous sentez blessé. C'est important de, savoir interpréter lorsque on se sent blessé et ça va être votre ego qui va y jouer là-dessus. Merci beaucoup, docteur Enigo, pour votre présentation et cette visioconférence aujourd'hui. Je rappelle à tout le monde qu'il y aura un replay sur notre site www.apivisio.com et également la possibilité de télécharger le document qui vous a été montré aujourd'hui au cours de ces visioconférences. Emmanuel Guignard, merci de nous rejoindre. C'est l'heure de la conclusion de ce rendez-vous d'aujourd'hui. Quelques mots pour finir cette visioconférence? Eh bien, merci beaucoup Marion pour cette intervention. Que j'ai aussi trouvé très instructif, très enrichissant. Personnellement, moi, ça m'a donné envie d'aller à la médiathèque pour trouver quelques ouvrages pour aller plus loin sur le sujet. J'ai aussi beaucoup apprécié les participations, vous tous dans le chat, nombreux. J'ai lu attentivement ce que vous avez indiqué et je vous en remercie. Avant de nous quitter, je vous propose de noter du coup nos 2 prochains rendez-vous. Donc mardi 28 octobre, Rémi en a parlé à l'introduction. Nous parlerons de bien-être au quotidien avec une conférence qui est intitulée Les bons gestes au quotidien pour être bien dans sa tête et bien dans son corps. Et puis je vais aussi vous parler de la prochaine session, donc qui concerne en fait notre thématique vieillir heureux et le bonheur, donc qui sera mardi 2 décembre. Donc avec un thème qui est sur l'amour, s'il n'y avait pas d'âge pour aimer. Voilà, donc 2 belles occasions de réfléchir ensemble sur ces sujets passionnants. Voilà, merci beaucoup.
Merci beaucoup à vous. Effectivement, le programme des mardis de l'Agir Carco est riche de plusieurs sujets qui seront traités dans les semaines à venir. N'hésitez pas à vous inscrire à chacun de ces rendez-vous grâce au petit bouton qui s'affiche en haut de votre écran. Je vous rappelle également que vous pouvez retrouver tous les dispositifs et événements organisés par l'Agir Carco depuis leur site internet www.agir-arco.fr, rubrique Mes services et participer à un événement. Vous avez le lien de ce site internet dans le chat en bas à droite de votre écran. En tout cas, merci à vous, Emmanuel Guignard et Marion Enigo, pour cette visioconférence et vos interventions aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt sur Happy Visio. Merci. Merci. Bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir.